1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale, le Front des colonies françaises d'Afrique, franc CFA en sigle, entre en vigueur le 26 décembre 1945 par un décret du général de Gaulle après ratification de l'Assemblée constituante. En 1960, il est rebaptisé en Communauté financière africaine et est utilisé par deux zones économiques et monétaires, l'UEMOA et la CEMAC. En décembre 2019, soit 74 ans après, l'UEMOA annonce la fin du règne du CFA et sera remplacé par l'ECO. Quels sont donc les enjeux économiques de ce changement et pourquoi la CEMAC n'a-t-elle pas emboîté les pas? Telle est l'ossature donc de la présence écoute ce soir en compagnie de Dior Lenvani, expert comptable, agréé CEMAC et financier, associé gérant du cabinet comptable LMD et associé. Monsieur Dior Lenvani, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de l'émission Présence Éco. Alors, le 21 décembre, en visite, 21 décembre, je voulais dire 2019, donc, on visite en Côte d'Ivoire le président français Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara annoncent la fin de l'existence du CFA dans la zone UEMOA. Pourquoi fallait-il ce changement et pourquoi maintenant même, pendant que le monde subit de plein fouet une crise financière? Alors, je vous remercie déjà pour m'avoir invité à cette précieuse émission sur l'économie, donc qui est une émission qui véhicule des sujets très importants dans le cadre de notre développement. Et donc, en effet, moi, je suis expert comptable et financier, et donc c'est en ce titre que nous venons intervenir à cette émission. Exact. Alors, nous devons déjà comprendre que, comme vous l'avez dit en introduction, le CFA est une monnaie qui a des relents colonialistes. Comme vous voyez déjà dans sa définition, dans le nom, la première. Voilà, c'était le Front des colonies françaises d'Afrique, qui après a été rebaptisé en Front de la Communauté financière d'Afrique. Alors, cela a déjà posé un certain problème pour plusieurs intellectuels africains, qui voyait donc en ce nom-là déjà une espèce de néocolonisation. Plusieurs activistes, à l'instar de Kémy Séba, par exemple, ont eu à décrier cet état de fait. Plusieurs intellectuels également, économistes de renom, comme Kakou Noumoupo, qui fut ministre togolais, grand économiste, a eu à décrier également ce mécanisme du franc CFA. Fort donc du constat de cette résistance, entre guillemets, je veux dire, qu'a marqué les peuples africains ainsi que les activistes donc, et les intellectuels, dans les milieux intellectuels, les gouvernants se sont vus comme obligés, avec l'arrivée aussi d'un président comme Emmanuel Macron, qui met en avant, d'accord, n'est-ce pas, une espèce de scission avec l'ancien système. La fin de la France-Afrique, tant décriée. Exactement, tant décriée. Et donc, Emmanuel Macron, voulant relancer de nouveaux partenariats économiques avec les ex-colonies, a voulu donc donner un signal fort pour, on va dire, montrer sa politique. Exactement, on va dire donc sortir de ces héritages coloniaux. Exact. Ou néocolonialistes, comme le pensent certains. C'est en ce sens, justement, qu'il y a eu donc cette, on va dire, démarcation forte qui a été symbolisée par l'abandon du franc CFA pour une nouvelle monnaie qui est l'ECO, et nous allons y revenir. Voilà. Alors, quels sont les enjeux de ces changements en première instance, les enjeux économiques? Alors, déjà, je vais revenir sur la monnaie en elle-même, l'ECO. Allons-y. Voilà. Donc, l'ECO, c'est un terme qui est un diminutif en fait de ECOWAS. ECOWAS qui est en anglais Economic Community of Western African States. Donc en français c'est Communauté économique des États ouest-africaines. Voilà, d'Afrique de l'Ouest. Donc ils ont coupé donc de ECOWAS, ils ont coupé pour donner ECO. Alors déjà la sémantique
de ce nom-là a posé certains problèmes pour certains intellectuels. Disons que c'est un nom qui n'était pas original. Il aurait fallu trouver un nom qui qui entre même dans nos racines anthropologiques, sociologiques. Parce que nous savons que, historiquement, les Africains, notamment les Africains de l'Ouest, parce que là on parle de l'Afrique de l'Ouest, ont eu à commercer, ont eu à utiliser des monnaies aussi, enfin des instruments de change. Parce comme que monnaie. L'un des attributs d'une monnaie, c'est être un instrument de change, d'accord? Et donc, ils ont eu à utiliser certains instruments de change, comme le cori, par exemple. Et donc, certains intellectuels auraient souhaité qu'on ait un nom qui cadre un peu plus avec cet héritage historique lié à la culture de ces peuples-là. Voilà. Alors, donc, ça, c'est déjà un fait. Ensuite, dans les mécanismes même du changement, on va dire, du CFA à l'éco, ce qui a été décidé, c'est quoi? Premièrement, un changement de nom déjà, comme je viens de le dire tout à l'heure, on passe de CFA à ECO à l'horizon 2020, donc ça va être entré en vigueur essentiellement le 1er juillet, exactement, le 1er juillet 2020. Premièrement, un changement de nom. Deuxièmement, on va dire une suppression d'un mécanisme qu'on appelait le compte des opérations. Donc le compte des opérations qui était un compte que chaque État avait au sein de la Banque de France. Trésor français. Voilà. Donc, ce compte des opérations-là sera supprimé et ce mécanisme faisait que chaque État avait l'obligation de déposer 50% de ses réserves de change au sein donc de la Banque de France. Okay. Alors, maintenant que ce compte des opérations sera supprimé, c'est une réforme également qui est majeure, qui a été instituée avec donc le changement de CFA à ECO. Cela permettra aux différents États d'arriver à gérer individuellement leurs réserves de change et donc à redéfinir ce qu'on appelle par leur politique monétaire. Exactement. Ça, c'est le deuxième changement. Le troisième changement, aussi qui est important, c'est qu'il y avait les représentants français, voilà, au sein des instances d'administration de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Tout comme la CEMAC. Tout comme la CEMAC, voilà. Donc, avec cette réforme, ces représentants français ne figureront plus dans les instances d'administration de la BCEAO. Donc, on va dire que la politique monétaire se fera avec un peu plus d'indépendance, un peu plus de souveraineté. On va dire spécialement, rien que par les Africains eux-mêmes. Voilà, exactement. Voilà. Donc ça, ce sont les trois principaux changements majeurs qui sont attendus du passage du CFA à l'éco. Maintenant, il faut se dire qu'au-delà de ces changements-là, il y a quand même un maintien, entre guillemets, d'un lien. Voilà, un maintien, entre guillemets, du système CFA dans le fond. Notamment dans le sens que la parité est maintenue fixe et l'ancrage avec l'euro a été maintenu. Vous savez qu'actuellement, le CFA a une parité fixe, d'accord, un taux de change fixe avec l'euro, en ce sens que 1 euro égale 655,957 presque 700. Voilà, alors donc, avec l'éco, on garde la même parité fixe. Très important. On garde la même parité fixe et l'ancrage avec l'euro. Et nous arriverons un peu plus tard, peut-être nous allons faire une analyse pour dire pour donner notre avis sur cet ancrage-là, les avantages, les inconvénients, etc. Nous sommes donc sur les enjeux économiques et cette fois-ci sur les enjeux politiques. Est-ce qu'il y en a dans le changement de la monnaie? Alors, il faut savoir qu'une monnaie n'a pas que des implications économiques. Okay. Il y a des implications politiques, des implications sociales, des implications même, je dirais, religieuses. Alors donc, le changement d'une monnaie n'est pas un acte anodin. C'est un acte à prendre avec beaucoup de sérieux. Je ne vais pas donner des exemples de gouvernants
qui se sont inscrits dans l'histoire, dans ce projet de changement de monnaie, et où est-ce que ça les a amenés. Je ne vais pas donner ces exemples, mais simplement pour dire qu'il y a des implications politiques qui sont importantes. Et je pense, à mon humble avis, que l'analyse que nous pouvons en faire, c'est que s'il y a eu ce changement, sans véritablement changement de système, donc paritaire, dans la parité, etc., c'est quelque part qu'on a tenu compte de ces pesanteurs politiques-là pour garder cet ancrage, on va dire, paritaire fixe. Maintenant, après, au-delà de cela, il va falloir bien entendu avoir des mouvements comme de société civile pour continuer à accompagner, n'est-ce pas, les désirs de changement véritables pour que nous puissions voir les réformes que les techniciens, que les économistes envisagent ou proposent pour le CFA, que ces réformes-là, avec l'éco, puissent véritablement être en application. Lorsque la monnaie est créée, en 1945, lorsqu'elle rentre en vigueur finalement, par un décret du général de Gaulle, je viens de le dire, à quoi servait cette monnaie et comment fonctionnait-elle dans la convertibilité avec les autres devises? Et à cette époque-là, nous n'avons qu'une seule devise, donc le franc français. Exactement. Voilà. Donc, comment il fonctionnait? Voilà, une monnaie, comme nous le savons tous, une monnaie est un instrument de change. Okay? Oui. Et il y avait une conversion paritaire, enfin, il y avait un taux également qui était fixe de 1 franc CFA. Un franc français qui valait 1,7 francs, un franc français qui valait 1,7 francs CFA. Chemin faisant, il y a eu une réforme de cette parité-là. Après, on est arrivé à un niveau où un franc français valait 100 francs CFA. Et plus tard... Mais avant même ça, le CFA a eu de l'ampleur un peu beaucoup plus sur le franc français. Une période où le franc français a été dévalué. En rapport par rapport à... Oui. Alors, mais il y a eu une première dévaluation du franc CFA qui a conduit à ce que le franc CFA, un franc français, était équivalent à 100 francs CFA. Et après, avec l'introduction de l'euro, un franc CFA, un euro, était maintenant égal à, donc comme aujourd'hui, à 655 francs, 655,957 francs CFA. Voilà. Donc, cela étant, nous nous retrouvons avec un système où, comme je l'ai dit tantôt, nous avons une monnaie qui est forte, indirectement, par rapport à cet ancrage avec l'euro. Donc ce qu'il nous faut, c'est reviser ce système-là, afin que nous puissions avoir, comme certains économistes le pensent, et moi d'ailleurs je le pense aussi, que nous puissions avoir un ancrage avec plusieurs monnaies et avec un système de change flexible ou flottant, de telle sorte que cela nous permette d'avoir la vraie valeur de notre monnaie qui s'ajusterait en fonction de la loi de l'offre et de la demande de notre monnaie en fonction des transactions internationales. Quand vous dites plusieurs monnaies, vous voulez bien dire qu'au lieu de partir sur la base d'une zone économique, il fallait aller à un seul comme ça pour... Non, pas du tout, pas du tout. On reste dans une configuration de zone monétaire, d'accord? Mais sauf que cette zone monétaire, on changerait les paramètres. Dans les paramètres, vous savez, il y a plusieurs systèmes de change. Il y a des systèmes de change dits fixes, des systèmes de change dits flottants. Donc l'idée, c'est d'arriver à avoir une monnaie qui aurait un taux de change flottant, pas avec une seule monnaie, pas avec une seule monnaie étrangère, on va dire. Par exemple, l'euro simplement, voilà. mais qu'on soit en même... à ce qu'on appelle par un panier de devises. Vous avez le yuan, vous avez le dollar, exactement. Et l'euro compris. En fonction des principales monnaies d'échange des économies africaines. Les principales monnaies d'échange des économies africaines, vous avez le dollar, la livre sterling, le yuan, l'euro. Donc, on aurait pu adosser notre parité exactement en rapport avec toutes ces devises. Toutes ces devises-là, mais en faisant un système de change flottant, flexible. Donc, de telle sorte que la parité ou le taux s'ajusterait en fonction de la loi de l'offre et de la demande de notre monnaie. Voilà.
lorsque ces monnaies fonctionnaient, que ce soit l'euro, que ce soit le franc CFA avec le franc français, vous avez dit déjà que dans la politique antérieure, il fallait que les pays africains laissent soit 50% de leurs réserves dans les banques, dans le trésor, au trésor public français. Pour quelles raisons fallait-il? Et à qui appartenait cet argent? Alors, donc, j'ai parlé tout à l'heure de la parité. La contrepartie, on va dire, de ce système paritaire, c'est que la France garantit ce qu'on n'appelle pas, garantit la monnaie, garantit la convertibilité du franc CFA. La convertibilité, c'est quoi? C'est le fait que le franc CFA puisse être échangé sur le plan international. Cette garantie-là est faite notamment grâce, ou à cause, ça dépend de celui qui observe, au fait que l'on ait ces réserves-là, ces 50% des réserves déposées donc au Trésor français. Donc, est-ce que ça valait la peine qu'il y ait un tel dépôt pour justement accepter la convertibilité d'une monnaie que vous-même vous avez créée à l'origine? Alors, il faut savoir que tout n'est pas à rejeter dans le système CFA. Le système CFA a des avantages. Il a eu ses avantages. Il a des avantages. Bon, surtout qu'il existe encore avec la zone CEMAC. Avec la zone CEMAC. On pourra y en arriver. Le système CFA a des avantages. Parmi les avantages, il y a la maîtrise de l'inflation. Il faut le savoir. Ok. La maîtrise de l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est lorsque les prix augmentent. Vous savez que lorsque vous avez une inflation, votre pouvoir d'achat diminue. Exactement. C'est-à-dire que ce que vous devriez acheter, vous pouvez vous réveiller d'un jour au lendemain, le pain qui coûte 100 francs peut coûter 200. Et donc, ça diminue votre pouvoir d'achat. Oui, si vous achetez 5 pains, vous n'achèterez plus 5 francs. Exactement. Vous achetez, vous limitez. Voilà. Ça, ce sont les effets de l'inflation. Et dans toute politique économique, l'un des déterminants, facteurs, voilà, c'est de lutter contre l'inflation. Et l'avantage, ou l'un des avantages que l'on a accepté du système du franc CFA, c'est que ça garantit ou ça permet d'avoir des niveaux d'inflation relativement faibles. Et donc une stabilité des prix, une stabilité dans ce sens de nos économies. Donc, quelque part, cette libre convertibilité, enfin, cette convertibilité-là, liée au dépôt des 50% de nos réserves, nous garantit une certaine stabilité monétaire. Maintenant, au-delà de cette stabilité monétaire, il faut aller plus loin, voir qu'il n'y a pas que la lutte contre l'inflation comme étant les objectifs d'une politique monétaire. Parmi les objectifs d'une politique monétaire, il y a également, n'est-ce pas, la croissance. Et donc, si ce qu'on décriait dans le système CFA, c'est que ce système ne permettait pas une gestion libre de notre politique monétaire dans le sens des ajustements des taux directeurs, des ajustements de plusieurs éléments qui permettraient que les banques prêteraient plus facilement. C'est ça qu'on reproche en fait avec le système du franc CFA. Donc, ça ne soutient pas suffisamment la croissance parce qu'on veut maîtriser l'inflation. L'un des revers de la croissance, c'est que le taux d'inflation a tendance à grimper. Or, dans le système actuel, il y a une maîtrise d'inflation, en contrepartie, maîtrise des taux de croissance. C'est ce qu'on décrit un peu plus. Voilà. Toute cette réserve déposée donc au Trésor public français, normalement, pendant combien de temps devrait-elle rester, cette réserve, et finalement, à qui elle appartenait? Mais les réserves de change appartiennent ou appartenaient aux différents États, parce que dans le compte des opérations, chaque État avait son compte, en fait, d'accord? Donc, ce qui fait que on se retrouve avec une situation où plus vous avez des réserves de change, plus vous avez, on va dire, le Trésor français, c'est comme ça, c'est l'une des critiques, pouvait disposer de cet argent pour
utilisé dans l'économie française, investi dans l'économie française, etc. Alors rapidement. À revers, d'accord, Oui. des économies de la zone franc. Alors ça veut dire ceci, Oui. que la France ayant le monopole d'acheter auprès de ses colonies les matières premières, pouvait bien utiliser notre propre réserve, notre propre argent, pour venir prendre presque gratuitement notre pétrole, notre cacao, pourquoi pas? En quelque sorte. Et presque capable aussi de nous prêter notre propre argent. Exactement. Mais il faut aussi se dire une chose, c'est que le compte des opérations, il ne faut pas le voir seulement au sens créditeur. Créditeur, c'est-à-dire qu'il y avait tout le temps de l'argent, tout le temps des réserves de change. Mais il faut le voir aussi qu'il pouvait être débiteur. Chez certains, dans certaines économies, ça pouvait être débiteur. C'est-à-dire qu'il y avait moins de réserves de change. Donc, en ce sens-là, il y avait un certain avantage, d'accord, un certain avantage à être dans un système où ces réserves de change-là étaient mutualisées, ok, pour pouvoir bénéficier, notamment dans le cadre des importations qui devaient se faire. Voilà. Mais ce qu'on peut décrier, c'est que lorsque le compte est créditeur, n'est-ce pas, il y avait donc une utilisation qui pouvait se faire donc de ce crédit-là, de ce compte créditeur auprès de la France. Voilà. Et pourtant, vous dites bien autant d'argent, 50% de ce que nous avions, de ce que nous possédons. Alors pourquoi finalement sommes-nous des pays hyper endettés? Pourquoi sommes-nous des pays alors que nous avons de l'argent? Oui, non, ça n'a, on va dire, c'est deux choses qu'il faut séparer. L'endettement... Attendez, c'est notre propre argent, n'est-ce pas? Oui. Il nous appartient, par exemple, à nous autres Congolais. Nous... Non. Est-ce qu'il nous est fait interdiction de... Non, quand je dis c'est cela? Non, quand je dis c'est différent, c'est quoi? Vous savez, pour pouvoir importer, vous devez avoir des devises. Vous devez avoir de l'argent pour importer. Une monnaie d'échange. Une monnaie d'échange. Donc, ce qui fait que la contrepartie, c'est pourquoi je vous ai parlé de convertibilité du franc CFA à l'euro. Pour pouvoir acheter d'autres monnaies, vous devez avoir des réserves, qu'on appelle réserves de change. Donc, la contrepartie de la convertibilité pour commercer sur le plan international se fait notamment grâce à ce système de réserves de change. Que vous avez donc, que nous avons. Voilà, c'est ça. Maintenant, à côté, il y a les politiques budgétaires. Attention, dans la politique économique, il n'y a pas que la politique monétaire, il y a la politique budgétaire également. La politique budgétaire fait que si vous vous retrouvez avec beaucoup de dépenses publiques, plus de dépenses publiques que de recettes publiques, vous rentrez dans un cycle pour financer donc vos dépenses publiques, dans un cycle d'endettement, pour pouvoir financer cela. Alors donc, on ne peut pas dire que cet excédent des recettes ou des réserves de change aurait pu venir contribuer pour financer nos déficits publics, parce qu'il faut se dire que nous avons la balance commerciale qu'il faut gérer, et donc pour gérer la balance commerciale, il faut avoir des réserves de change. Voilà. Donc il faut plutôt aller dans un sens où nous devons avoir des critères de convergence qui tiendraient compte d'une politique monétaire, d'une politique budgétaire. Pourquoi la CEMAC, la zone CEMAC, n'a-t-elle pas emboîté le pas dans ce changement pour faire un gros avec la zone UEMOA? Alors, déjà, il faut se dire une chose, c'est que les sociétés civiles dans la CEMAC n'ont pas la même force, la même influence que avec... Influence économique? Non. Force économique? Non. Influence idéologique, je veux dire. Influence idéologique, je ne vais pas utiliser le terme politique. Bon, non, il faut dire, il faut parler politique, parce que ce sont des questions politiques. Okay. Voilà. Influence politique. Donc, nous ne sommes plus à l'ère marxiste où on va parler encore d'idéologie, mais il est question des politiques africaines. Si les politiques sont d'accord, alors allons-y. Exactement. Donc, la société civile de la CEMAC n'a pas la même influence que celle de... On va dire les politiciens de la zone CEMAC n'ont pas la même influence que ceux, par exemple, de la zone UEMOA. Ok. Alors, donc, ce qui fait que, au niveau de la CEMAC, ce débat n'a pas eu le même engouement, le même retentissement. Et donc,
les chefs d'État n'ont pas eu la même pression populaire pour changer le système CFA. D'où la réflexion simplement qui a été instruite à la BEAC de réfléchir sur les voies de réforme du CFA. Il faut savoir que c'est deux zones indépendantes. Hein. Ce n'est pas deux zones liées, c'est deux zones indépendantes. Nous utilisons tous le franc CFA, mais ces deux francs CFA, entre guillemets, sont différents. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et le franc CFA de l'Afrique centrale. Chaque zone a ses déterminants. Donc, la CEMAC a engagé simplement des réflexions. Maintenant, nous pouvons, en tant qu'intellectuels, contribuer dans ces réflexions-là afin que nous puissions tous proposer ou suggérer ce qui serait mieux dans le cadre de notre zone monétaire. Mais à la fin, lorsque les Congolais que nous sommes, lorsque nous entendons que de l'autre côté, il y a eu changement, et de notre côté, on est comme dans une impasse. Qu'attendre? Qu'est-ce que la population doit attendre de ce changement? Alors, la population, on va dire, de la zone CEMAC. De la zone CEMAC, bien sûr. Doit attendre, sachant que c'est un changement de la zone UEMOA. On est comme dans une certaine... Est-ce que c'est la crainte? Est-ce qu'ils réussiront? Est-ce qu'ils ne vont pas réussir? Et nous, qu'est-ce que nous allons nous attendre? Nous attendons à quoi, finalement, nous autres populations? Nous autres populations, déjà, il faut qu'on sorte de notre mutisme. Nous avons un mutisme que moi, je condamne souvent. Nous ne nous saisissons pas suffisamment de ces sujets-là, pourtant, qui conditionnent notre avenir financier. Parce que, vous savez, si ce projet de changement de monnaie n'est pas bien mené, nous courons un risque. Quel est le risque que nous courons? Si le changement de monnaie n'est pas bien mené, nous pouvons avoir des économies inflationnistes. Il faut le savoir, c'est-à-dire... Dès son apparition, l'inflation est déjà galopante et la monnaie ne sert plus à rien. Exactement. Et donc, on se retrouverait avec des cas comme le Zimbabwe. La RDC, à côté, ou presque pratiquement l'Angola. Où vous avez tout un sac de monnaie, tout un sac de billets qui ne servent à rien. Il faut savoir une chose, c'est que avec la crise que nous avons eue de la chute des prix du baril, le système CFA, ça il faut le savoir, il faut que la population le sache, que les gens le disent, le système CFA est venu amortir une autre crise qui pourrait survenir de l'inflation qu'il aurait pu avoir si on avait une autre monnaie. C'est ce qu'on a observé en Angola. Pour ceux qui suivent l'actualité, ils savent à peu près ce que les Angolais ont duré ou ont dû, rien que par le fait qu'ils ont une monnaie qui est qui a eu une inflation galopante. Notre système CFA a permis quand même de garantir et de sécuriser cela. Donc, dire à la population, il faut s'attendre à des changements, ok, mais ces changements doivent être graduels et maîtrisés. Parmi les éléments de maîtrise, ce sont les critères de convergence. Nous avons trop des économies qui ont des déficits publics, il faut le dire, des déficits publics et des dettes publiques pour certaines qui sont élevées. Et lorsque vous avez une économie qui a une dette publique élevée, cela peut influencer sur la monnaie. D'accord? Donc, il faut faire des réformes graduelles, mais plutôt aller dans le sens du respect des critères de convergence. Donc, avoir des déficits publics maîtrisés, qui seraient même, je veux dire, inférieurs à 10% du PIB, des inflations maîtrisées. Et ce n'est que dans des logiques de bonne gouvernance comme ça que l'on peut, on va dire, progressivement aller vers un changement. Exactement. John Lemvani, merci beaucoup d'avoir répondu présent sur le plateau de Présence Éco. C'est bon. C'est donc la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, où que vous soyez. Et je vous dis, bonne suite de programme sur LixTV. Merci.